parcours de vie, présenté par Olivier Charnet. Bonjour à tous, nous sommes en direct, non pas en direct, mais en direct différé pour la saison 2 de Parcours de vie. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une de mes anciennes élèves qui s'appelle Jeanne Lafaille. Elle est où, Jeanne? Alors, avec ce célèbre gimmick, effectivement, du palmacho, avec lequel tu as grandi. Hein, grâce à vous. C'est ça. Et donc, toi, tu as eu un parcours pour tes... Quel âge maintenant? 21 bientôt. 21 bientôt, un parcours quand même qui est un demi-parcours parce qu'il te reste encore beaucoup à vivre et tu vas nous en parler, mais un parcours qui est quand même extrêmement intéressant, extrêmement riche, particulièrement tourné vers, je crois, la création, mais on va y revenir. Et comment est-ce qu'on s'est rencontrés, Jeanne, il y a très longtemps? C'était quand tu étais mon élève en latin, mais surtout c'était un moment très particulier, c'est quand on a monté la pièce de théâtre des oiseaux d'Aristophane, et tu avais un rôle particulier qui était lequel? Je faisais une déesse qui tombait du ciel. Ouais, elle tombait pas du ciel parce qu'on elle avait... descendait du ciel. Ouais, on avait tout harnaché parce qu'on avait un échafaudage sur la pièce de théâtre et toi, tu étais sanglé avec un baudrier et en fait on descendait, donc tu étais un Deus ex machina en fait, et tu arrivais avec de la fumée par terre, ouais c'est ça, et tu descendais, tu faisais tes paroles etc. Voilà. Hop, et tu étais hyper contente. Oui. Et effectivement il y avait plein de costumes, je me souviens, on avait créé énormément de costumes. Alors je sais pas si c'est de là qu'est née ta passion pour costumes, tout ça. Alors, j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui est stylisme, vêtements en règle générale. Et j'ai toujours baigné en fait dans un univers de théâtre et de culture en règle générale. Donc j'avais en fait envie de mêler un petit peu ces deux passions. Comme tu parles bien. Qui a amené au costume. Après, alors justement, tu me parles d'un univers de théâtre et de culture. Parce que, alors je connais un peu tes parents, et on va revenir, hop, le flashback maintenant parce que ça m'arrange bien, à il y a longtemps, ta petite enfance. Oui. Et vas-y, c'est à toi. Alors. Je suis née dans une maison. Non, moi je suis née à Lyon. Ma première année, on l'a vécue à Lyon avec mes parents. Je suis la première de la fratrie. Et on a déménagé au bout d'1 an pour descendre à Pau. Dans le sud-ouest, c'est en dessous de Toulouse. Là-bas, on est resté 2 ans jusqu'à ce que ma sœur naisse. Et puis on est remonté très peu de temps après parce que mes parents ne se plaisaient pas du tout là-bas finalement. Et c'était un peu compliqué d'être loin des copains finalement. Et donc ils sont remontés à Lyon, mais ils sont remontés un petit peu en urgence. Donc en fait, c'est un copain à eux qui leur ont trouvé la maison dans laquelle on est encore maintenant. Maison qui est où? À Quincieux. C'est-à-dire pas très loin effectivement d'ici parce qu'on... On reste dans les environs. Voilà. Oui. Et du coup, oui, on est encore dans cette maison-là depuis maintenant 19 ans. 19 ans. Voilà. Et alors, ta maman faisait quoi et ton papa faisait quoi avant? Je sais que ta maman a eu un parcours aussi de vie qui a résonné avec le tien à un moment. Eh bien, alors mes 2 parents sont infirmiers. Donc, ils ont travaillé pendant... Alors, ils se sont rencontrés dans leurs études d'infirmiers sur Lyon. Ils travaillaient à la Croix-Rouge. Mon père était enseignant là-bas et du coup, ma mère était une de ses élèves. Et donc, ils ont travaillé pendant un temps à la Croix-Rouge et après, ils ont envie de bifurquer sur de la psychiatrie en fait. Ma mère était en psychiatrie avec la petite enfance. Et mon père accompagnait les gens qui étaient à la rue et, pour les sortir de ces situations et les accompagner vers une nouvelle situation en fait. Et toi, tu as baigné là-dedans, c'est-à-dire dans un milieu qui est vraiment social, c'est-à-dire de l'aide, et tu as tout de suite eu cette relativité du monde en fait. Hein. Je me souviens, on a eu 2-3 discussions déjà. Et à un moment, ta maman, je crois, elle a changé de travail intégralement. Et ben alors ça s'est fait il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Alors elle a arrêté la psychiatrie parce que c'était très dur. Hein. Elle a fait la petite enfance, après elle a fait les personnes âgées. Et puis elle est passée en tant qu'infirmière scolaire à la ville de Lyon. Et alors là, oui, en fait ça fait depuis le mois de janvier qu'elle a complètement arrêté. Et donc là, elle est en recherche, elle chemine, comme elle aime le dire. Et c'est mon père qui a arrêté aussi il y a 2 ans pour le coup et qui fait une formation pour faire art thérapeute dans la danse. Mais je pense qu'on a besoin effectivement d'avoir ces
c'est moyen de se transformer justement par l'art. Mm. Et toi, effectivement, tu as baigné là-dedans dans ce milieu culturel. Alors le collège, justement, ça se passe pas trop mal. Je vois bien que tu as une fibre quelque part, hein, effectivement. Et il y a donc ce spectacle des oiseaux où c'est pas mal, t'apprends, tu bosses, les garçons t'intéressent aussi, donc c'est un peu compliqué de te faire du genre, vas-y, travaille un petit peu, etc. Mais on sent quand même quelque chose. Ah, t'arrives au lycée. Alors pour moi, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, j'ai repris quand tu vas en DNMAD, mais on en reparlera après. Donc le lycée, comment ça se gère, cette voie artistique particulièrement? Alors, la voie artistique, je l'avais déjà commencé depuis la primaire, en fait. Ça faisait depuis le CE2 que je faisais du théâtre, de la danse. J'ai toujours mélangé un peu les deux, au collège aussi. Et au lycée, j'ai continué à faire de la danse. Et j'ai surtout pris l'option cinéma au lycée. Donc, qui m'a permis de continuer un petit peu dans cette branche artistique. Dans quel lycée? Au Val-de-Saône, à Trévoux. Ok, et c'était bien cette option? Ouais, c'était génial. En plus, on avait un prof qui était extraordinaire, qui nous a permis de faire plein de festivals, le Festival Lumière. On allait voir des films à Villefranche, à Annecy. Et puis tous les vendredis soirs, en fait, il avait réservé le cinéma de Trévoux. Et on avait la salle de cinéma pour nous. Et du coup, chaque année, il nous faisait 2 à 3 cycles de réalisateurs. Et donc tous les vendredis soirs, on allait voir ces films de réalisateurs le vendredi soir et on analysait les films avec lui au cinéma en grand écran, quoi. Donc c'était génial. C'était génial. Donc lycée, tu t'attends option cinéma, seconde, première, terminale, ça se passe pas mal? Ça se passe plus ou moins bien avec les aléas de la vie. Et oui, voilà, la scolarité, ça m'a jamais vraiment intéressé l'école, moi. J'aime bien comme tu me regardes, ça, je suis désolée monsieur, ouais, je vois. Voilà, donc j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et puis ça s'est fait comme ça s'est fait, mais voilà. C'est vrai que le ciné m'a aidé à aller jusqu'au bout parce que ça me saoulait, hein. Ça me saoulait, mais j'y suis allée jusqu'au bout. Et à côté de ça, pourtant, t'es toujours volontaire. Je me souviens, là, tu nous as aidé récemment, là, mais tu es toujours prête à faire des travaux manuels ou aider, je pense aux vendanges, je pense effectivement aux pommes. Tu as toujours eu une relation proche de la nature, toi. Oui. Eh ben, oui, après, c'est vrai que cette relation, comme tu dis, avec la nature, ça s'est beaucoup développé après. Où pour les petits boulots, les jobs d'été, j'avais pas envie d'être enfermée en fait, à faire caissière dans un magasin pour gagner un peu d'argent. Je trouvais ça con, du coup je préférais aller faire des saisons où certes c'était un peu plus dur au niveau du travail physique. Alors caissière, pour ceux qui nous écoutent, caissière c'est quand même super difficile quand tu portes les poids. Oui. Mais effectivement les deux sont difficiles selon les manières de fonctionner. Mais les saisons, c'est quand même c'est costaud. Enfin, pour ceux qui l'ont fait, on voit bien. Mais en fait, c'est surtout que j'avais pas envie d'être à l'intérieur. Donc, moi, je voulais être dehors. Parce que pendant les études, j'étais enfermée dans mon petit appartement. J'avais pas de jardin, alors que j'ai grandi à la campagne. Donc, avoir un jardin, c'est quand même quelque chose qui manque quand on grandit entouré de verdure comme ça. Donc c'est vrai que l'été, c'était le moment où je me retrouvais dehors et j'étais en mode j'ai pas envie de rester enfermée alors que j'étais enfermée déjà toute l'année. Donc je vais aller travailler dans les champs, je vais ramasser des cerises, des salades, des piments, tout. Le maïs, voilà, j'ai un peu tout fait. Là, cette année, j'ai fait les vendanges. Et c'est chouette, moi ça me plaît, c'est différent. Généralement, en plus, les saisons comme ça, ça regroupe plein de jeunes, donc c'est aussi un moyen de rencontrer du monde. Puis oui, c'est vrai que déjà moi mes études, je suis partie loin pour les faire, je suis pas restée à Lyon. Mais en principe, on pourrait se dire l'été, je reviens autour de Lyon pour voir les copains, la famille. Non, pas forcément. Je repartais un petit peu à droite, à gauche. Je suis allée à Agen pour faire du maïs alors que il devait y avoir des. Oui, voilà. Oui, alors qu'on a plus près, quoi. T'avais mangé pourtant. Oui. Tu étais pas à Agen. Non. Voilà. Elles sont géniales ces blagues. Hein. Toujours. Donc on arrive, donc tu me parles effectivement, tes études, on va y venir. Tu as droit à Parcoursup? J'ai le droit à Parcoursup, cette magnifique plateforme. Donc tu aimais quel type de vœux et comment tu choisis d'ailleurs ce que tu vas faire? Oui, alors en terminale, moi j'étais en terminale L, littéraire, donc spé ciné. En fait, j'ai jamais eu une idée très précise de ce que je voulais faire de ma vie. Hein. Il y en a qui ont oui, je sais qu'on est ligne droite, c'est fascinant. Cette idée et génial. qui sont en mode ok, moi je vais faire ça et puis ok super, moi non. Donc l'idée c'était un peu d'explorer. Donc la première année d'études en fait,
j'ai demandé des choses qui touchaient au théâtre, mais qui ne s'enfonçaient pas forcément dans une spécialité tout de suite. Donc j'avais demandé des facs d'art du spectacle, j'avais demandé un DUST théâtre. C'est quoi DUST? Alors le DUST, c'est ce que je suis allée faire du coup à Aix-en-Provence. C'est une formation qui ressemble un peu à la fac d'art du spectacle, sauf qu'en plus ça amène une mention pratique à tout ça. Okay. Et donc à côté des cours théoriques de dramaturgie et tout le bazar, il y a des cours de théâtre en tant qu'acteur, il y a des choses qui touchent un peu plus aux pratiques, quoi. Donc c'était intéressant, mais ça m'a pas plu parce que la fac, c'était pas fait du tout pour moi. Pourquoi? Alors la fac, c'est un endroit qui peut convenir à certaines personnes, hein, mais en fait, il faut être très cadré. Ce qui n'était pas mon cas. Et puis, on a vite fait de se laisser aller et si tu as envie de pas aller en cours, tu n'y vas pas, quoi. Il n'y a personne qui va être derrière à te dire, ok, non, là tu viens, tu travailles. Puis quand ça t'intéresse pas forcément ce qui se passe en cours, il y a la motivation qui n'est pas forcément là. Et donc, c'est vrai que moi, très rapidement, en fait, je me suis dit, ouais, non, cette formation, c'est pas pour moi, je vais faire quelque chose l'année prochaine. Donc, j'y allais, mais sans plus de conviction. Et voilà, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, mais, mais vu qu'il n'y avait pas le cadre derrière qui t'oblige à y aller, j'y allais sans plus aussi, quoi. Ok, donc fin de première année de fac, comment t'en arrives à trouver justement le DEADMAD? Tu vas nous dire ce que c'est, DEADMAD, parce que tu es à Aix, c'est Quincieux, et toi tu vas atterrir dans le Jura. Ouais. Vas-y. Alors, déjà, quand j'ai fini cette année, j'hésitais entre deux voies dans le milieu du théâtre. C'était l'actorat ou le costume de scène. Et donc, j'ai envoyé en fait des demandes sur Parcoursup, cette merveilleuse plateforme, un petit peu partout, là où il y avait des propositions. Et il y avait donc une prépa à Saint-Étienne pour faire comédien, qui est préparée après aux écoles supérieures comme l'ENSAT et plein d'autres écoles de comédiens. Voilà. Et à côté de ça, j'ai envoyé des demandes en DNMAD, donc c'est un diplôme national des métiers d'art et du design, le nouveau DMA en fait. Okay. Un diplôme des métiers d'art qui a été réformé l'année avant que je rentre dans cette formation. Donc c'était tout nouveau, c'était pas très bien expliqué de ce qu'il y allait avoir dans la formation ou quoi. Et en costume de scène, en fait, il y a 6 écoles en France qui proposent ça. Okay. Donc j'ai envoyé ma demande de partout. J'ai été prise à Dole, dans le Jura, et c'est tout. Donc je suis allée à Dole. Et voilà, donc je me retrouve... Alors c'est en combien d'années d'ailleurs? C'est en 3 ans, c'est en 3 ans. Alors le DEMA c'était en 2 ans. Là, ils ont rajouté une année parce que en fait, le DEMA, avant, il fallait faire une prépa artistique pour pouvoir y accéder. Là, l'idée du DNMAD, c'est qu'on puisse y aller directement post-bac. Donc, je me retrouve dans cette formation qui mélange du coup plusieurs niveaux d'études. Hein, parce qu'il y avait des gens qui sortaient du bac, il y en avait qui avaient fait une prépa, et il y en avait qui avaient déjà fait une licence complète en quelque chose de complètement différent. Alors, je trouve ça vachement bien quand même, ce mélange de toutes ces personnes. Ça, c'est vrai que c'était vachement intéressant parce que du coup... et puis on venait de milieux complètement différents les unes des autres. Et ça qui était bien aussi, c'est que ça prenait pas forcément que des gens qui avaient des capacités en couture ou quoi que ce soit. Parce qu'on se dit quand même, costumière, faut savoir coudre. Moi, je suis arrivée là-bas, j'avais cousu 2 fois avec ma grand-mère pour faire des sacs à main, quoi. Donc, la couture, j'y connaissais absolument rien. Moi, tout ce que je savais, c'est que j'aimais bien créer, que j'aimais beaucoup le domaine textile... du style et tout ça, et que j'aimais beaucoup le théâtre, et donc ça m'intéressait. Et il y a aussi quelque chose à savoir, c'est qu'avec mon DUST, on avait fait un stage à la fin de l'année, et moi je l'avais fait alors en tant qu'habilleuse, pas costumière, sur le Festival d'Avignon. Ça, c'est tellement fantastique. Et donc c'était super chouette. T'avais fait quoi exactement là-bas? Alors habilleuse, du coup, j'avais suivi une troupe qui avait donc ses représentations dans un petit théâtre à Avignon pendant le festival. Et donc moi, je m'occupais de gérer les costumes sur place. Donc en principe, quand on est habilleuse, le métier d'habilleuse, c'est de s'occuper des costumes qui sont déjà faits.
Mais si jamais il y a une couture qui craque, et ben, on est là pour la reprendre. On est là pour l'entretien parce que quand on fait le festival, c'est pendant un mois non-stop. Ouais. Les costumes, on les utilise tous les jours. On n'a pas le temps de les emmener au pressing ou quoi que ce soit pour les laver. Donc, il y a des méthodes pour désinfecter, il faut les repasser. Voilà, c'est de la préparation rapide. Et puis surtout, en fait, j'ai aidé les comédiennes, c'était uniquement des comédiennes, à s'habiller pendant la représentation. Et ça t'a plu? Le côté speed, enfin, vraiment, c'est du théâtre. C'était super intéressant. C'est un métier qui est... ouais, c'est intéressant. C'est pas la partie que je préfère parce que moi, ce que je préfère, c'était la création. Et que là, tout le boulot est déjà fait, en fait. L'avantage, c'est que tu as le contact avec les artistes. Et ça, c'est super. Parce que tu es baigné dedans, et puis le Festival d'Avignon, c'est génial. Avignon, oui. En plus, elle me faisait faire les parades avec elle, donc on allait parader dans les rues d'Avignon pour vendre la pièce. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas trop le festival, c'est quelque chose qui se fait bien. Les pièces, les comédiens déambulent dans les rues en mode bon, ce soir, venez voir la pièce Carmen de la Canción. L'Hacienda, la Voilà. Oui. Mais c'était super chouette et donc on était là, on balançait des pétales rouges dans la rue et on distribuait les tracts de la pièce à tout le monde, quoi. Donc c'était super comme expérience. Je suis allée afficher parce qu'il y a Avignon au mois de juillet, c'est des affiches de partout, au mur, au plafond, au sol, partout où ça peut contenir des affiches, il y a des affiches. Les arbres, les buissons, partout. Donc c'est super aussi de pouvoir participer à cet affichage-là. Et donc voilà, je faisais un petit peu de tout ça. Et du coup, c'était hyper intéressant de pouvoir baigner là-dedans et puis de rencontrer du monde comme ça. Ok, donc tu pars avec ça, donc plein la tête, plein d'étoiles, etc. Voilà. Tu arrives en DNMed et là, tes premiers temps, ça se passe comment et qu'est-ce que tu étudies? Comment ça se gère ça? Alors, déjà dans ma formation en costume, le DNMAT, ça mêlait théorie et pratique. Donc on avait des cours de couture parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'avais aucune notion. Il y en avait qui sortaient des fois 3-4 années, soit d'un bac pro couture, soit qui avaient déjà fait des formations post-bac en couture. Et donc il y en avait qui avaient déjà un bon niveau. Donc on était vraiment mélangés entre des gens qui n'avaient jamais fait de couture de leur vie et il y en avait qui en avaient déjà fait longtemps. Et donc les profs, elles devaient jongler un petit peu avec ces deux niveaux-là et prendre en compte le fait qu'il y en ait qui connaissent rien du tout. Et donc voilà, c'était un peu la difficulté. Et en plus, elle sortait tout juste du DMA où tout le monde savait coudre. Ah ok, donc d'accord. devoir s'adapter comme ça, des gens mais d'accord, il y en a qui savent pas coudre du tout, bon ok, on va faire avec. Vous savez pas ce que c'est une couture droite, bon ok, on va faire avec. Les filles, montrez-leur, non, bon d'accord. On va faire avec. Voilà, donc en fait c'était un peu du bidouillage ce diplôme vraiment parce que ils avaient pas de critères d'évaluation, ils avaient pas de programme à nous faire faire. Et la première année... C'était chaud pour eux aussi quand même. Ah, parce que pour vous, j'imagine bien le merdier, pour eux aussi. Pour tout le monde, en fait, ce diplôme... Maintenant, on doit commencer à avoir une certaine régularisation ou pas? Tu sais pas? Plus ou moins. Plus ou moins, d'accord. Mais tu vas nous en parler après. Ouais, c'est encore un peu brouillon, on va dire. Après, c'est dans mon Alors, je sais que tous les DNMed ne sont pas forcément similaires. Non. Non, en fait, alors déjà, les DNMAD, il y en a pour plein de formations différentes. C'est pas que costumière, c'est tous les métiers d'art et du design, c'est dans le nom. Donc, il y en a plein. Ça peut aller d'horlogerie à maroquinerie. Il me semble qu'il y a même des menuisiers en DNMAD. Enfin, il y a vraiment un peu de tout. Donc, c'est bien, c'est divers. Et alors, le DNMAD, c'est normalement relié à la fac. On était censé aller faire une journée à la fac avec tous les autres DNMAD. Et pas forcément que costume, du coup, mais de la région. Chose qui ne s'est pas faite parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. C'est vrai, il y a eu le Covid. Voilà. C'est vrai. Parce que du coup, là, moi, la première année que j'ai fait en DNMAD, c'était la première année du Covid. Donc, on a eu les 6 premiers mois qui se sont très bien passés. Wow. Enfin, très bien passés, voilà, avec les bidouillages des profs. Oui, bon, ça s'est passé, vous découvrez, tu t'es fait des amitiés, c'est cool. C'est ça. Et puis, à partir de mars, on était confinés. Dans une formation où il y a quand même la moitié des cours où c'est du pratique, c'était un peu compliqué. En fait, personne n'était préparé à ça. Que ce soit nous comme les profs, on n'avait pas du tout prévu qu'on allait être en distanciel comme ça pendant aussi longtemps. Comment tu as géré d'ailleurs le confinement, toi? Parce que tu étais là-bas, tu étais à...
Non, je suis T'es rentrée. retournée à la campagne. Ouais, je suis rentrée chez mes parents. Ah, non, parce que on a senti le truc venir. Ok, bon bah, ils ont commencé en nous disant bon allez, c'est 2 semaines et après vous rentrez. Et on est en mode ouais, bah, même si c'est que 2 semaines, on va quand même rentrer chez les parents parce que on sait jamais comment ça va finir. Parce que on n'avait plus le droit de bouger, de se déplacer ou quoi que ce soit. Une fois qu'on était confinés, moi j'avais pas de moyen de rentrer autre que le train. Donc je pouvais pas magouiller en mode ok, je prends la voiture et je rentre chez mes parents discrètement. Là, j'étais coincée. Donc, le premier jour qu'ils ont dit ça, moi, j'ai dit allez, je rentre. Pas de problème, je rentre chez les parents. Et puis, du coup, j'ai alterné entre chez mes parents, chez les parents de mon copain. Et puis, ça s'est bien passé. Qui lui aussi fait un métier, enfin, une formation dans charpente, c'est ça? Oui, c'est ça. On y reviendra sans doute après. Charpentier, donc il est rentré aussi. Il a eu un confinement moins grand parce que lui, il est en alternance, donc il travaillait à côté. Et vu que les charpentiers, c'était un métier qui était considéré comme... c'est important. Enfin, c'était important, c'était vital quand tu as un toit qui s'effondre. Voilà, faut réparer, quoi. C'est ça. Ok, on ne donc... pouvait pas faire en distanciel, quoi. Donc, Et vous avez eu des cours en distanciel ou pas? Eh ben, tous les cours théoriques, donc dramaturgie, philo, on a eu un peu d'anglais, relativement. Ça, les profs nous envoyaient des cours au début. Puis on leur a dit, ouais, là, ça fait un mois qu'on n'a vu personne. Est-ce qu'on pourrait faire des cours en visio, s'il vous plaît? Là, on en a marre de voir nos parents, c'est tout. Là, c'est plus possible, donc voilà. Donc on a fait 2-3 cours en visio qui étaient catastrophiques parce que tout le monde n'avait pas une bonne connexion, moi comprise. C'est clair, j'en souviens. C'était le bout. Ouais, voilà. Donc non, c'était compliqué à gérer. Et puis tout ce qui était pratique, en fait, les profs... elle ne savait pas trop quoi faire, quoi. Et on avait, par chance, elle nous avait donné du tissu pour qu'on puisse faire une fraise. Une fraise, c'est les tours de cou qui sont un peu larges que les hommes, même les femmes, portaient à une certaine époque. Et donc, elle nous avait donné ça à faire. C'est quelque chose qui pouvait se faire à la main, donc ça tombait bien parce que tout le monde n'avait pas de machine. Moi, j'avais pas de machine pendant le confinement, donc je pouvais pas coudre ou quoi que ce soit. Et j'étais pas la seule dans cette situation-là, donc tous les cours de pratique de couture, en fait, elles pouvaient pas faire grand-chose, quoi. Donc en couture, tout ce qu'elles ont réussi à nous trouver à faire, c'était de la teinture végétale. Sauf que va faire de la teinture végétale quand t'as accès à rien, tu vas chercher 2-3 petites plantes dans ton jardin et puis tu vois si ça marche. Bon, moi, ça n'a pas très bien fonctionné. Voilà. Et puis voilà, la prof d'art, pour moi, elle était un peu à l'ouest. Elle nous envoyait des photos et nous disait bon, vous reproduisez ça. Ouais, ça pouvait être chaud. En plus, sur une première année de DMA plus le Covid. C'est ça. Ouais, t'as eu la totale. Tout le monde a eu la totale. Voilà, ok. Donc tu me termines ton Covid bon an mal an. Voilà. Et on n'a pas repris les cours avant septembre en fait. Hein. Ouais. On n'est pas rentré avant septembre en cours. Donc en septembre, on reprend. Au final, on n'a eu que 6 mois réels de cours. En un an. On a la moitié de nos cours pratiques qui ont sauté. Donc pour celles qui n'avaient pas d'expérience, ça a pas mal pesé. Ouais. Donc on commence cette deuxième année toujours quand même en baignant dans une atmosphère bien covidée, avec des restrictions. Tout ce qui était culturel était fermé. Tous les théâtres étaient fermés. Enfin, on ne pouvait rien faire. Ouais. On ne pouvait rien faire. Et la deuxième année, c'est censé être l'année où on fait 3 mois de stage. Voilà, donc va trouver 3 mois de stage quand tout le milieu culturel est fermé. Bonne chance. Bonne chance, voilà. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais eu des contacts à l'Opéra de Paris. Donc j'ai pu faire 3 semaines sur les 3 mois là-bas. Elle raconte. Et donc c'était à la fois génial et à la fois très étrange parce qu'on était toujours... tout était fermé. J'arrive à Paris, il y avait le confinement à 18h. Tout le monde devait être chez soi à 18h. Wow. Donc, super, la vie parisienne, on ne peut pas trop sortir. Moi, j'allais au boulot, je rentrais. Bon, je m'enfermais dans l'appartement. Je squattais chez ma cousine, qui était une coloc où ils étaient 5 dedans. Donc, voilà. Déjà, je voyais du monde. C'était toujours mieux que rien. Voilà. Mais sinon, le stage en lui-même, c'était impressionnant. J'étais à Bastille, dans l'atelier Flou. Il y a 2 ateliers de costumes à l'Opéra Bastille, donc l'atelier Flou et l'atelier de tailleur. La différence entre les deux, c'est que Flou, c'est tout ce qui touche aux costumes féminins.
Et tailleur, c'est tout ce qui touche au costume masculin. D'accord, il différencie. Enfin, destiné, ouais, non, Destiné à avoir une représentation masculine. représentation masculine. Pas forcément pour des comédiens masculins ou féminins. Oui. Peu importe. Parce qu'on a fait des robes pour des travestis pour un opéra. Voilà. Et donc moi, j'arrive sur une production qui était incroyable, parce que ça n'arrive pas forcément tout le temps. Maintenant, à l'opéra, il y a beaucoup de mise en scène moderne avec des costumes qui sont pris dans la récupération ou des bidouillages à faire. Mais là, je suis tombée sur une production, donc c'était Aïda, et Verdi, avec des costumes historiques incroyables, quoi. Et le travail qu'il y avait à faire, c'était génial, parce que du coup, il y avait c'était pas des méthodes historiques qu'on utilisait. Mais on rendait l'historique. Mais visuellement, il fallait que ça rende hyper historique, quoi. Donc c'était trop cool. C'était vraiment super. Tes horaires, c'était conditionné par le Covid ou... Non. Les horaires, non. En fait, l'opéra, c'est particulier parce que vu que c'est une très grosse entreprise, ils continuaient de travailler comme si on allait leur dire « Ok, demain, ça réouvre ». Et sauf qu'une production comme Aïda, pour te donner un ordre d'idée, ils ont commencé à travailler dessus en juin. Oui, pour... Et la représentation se jouait en mars, avril de l'année d'après. Tout le temps. Donc, et tout le monde travaillait dessus. Donc l'avantage en plus à l'Opéra Bastille, c'est que tu as tout le monde qui travaille. Donc il n'y a pas que les costumiers. Tu as l'atelier du décor. Et puis le décor, en fait, c'est réparti en plusieurs étapes. Tu as l'atelier menuisier, sculpture, peinture. C'est incroyable. C'est une ruche et vous voyez tous les uns les autres. C'est génial de travailler en symbiose. Ce qu'on a fait sur les spectacles, la régie, toi aussi, sur l'ENS, sur Antigone, et on travaillait à peu près tous en même temps. C'est le même principe des spectacles pour avancer, c'est génial. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand tu vas d'un endroit à un autre, tu vois les ateliers des uns des autres. Et à la fin, on m'a fait visiter tout l'opéra avec tous les ateliers. C'est incroyable. Déjà, il y a, je crois, une vingtaine d'étages avec que des ateliers de fabrication de plein de choses différentes. C'est incroyable. C'est impressionnant. Tu as vraiment un condensé d'art qui est vraiment au même endroit. C'est waouh. Tu baignes là-dedans, tu es en mode ok, c'est trop cool. Tu as tout l'envers du décor de l'opéra et tout. Puis j'ai pu monter sur scène. Ça aussi, c'est impressionnant parce que la scène, elle bouge. C'est un plateau tournant, il me semble, leur truc. C'est pas un plateau tournant, mais par contre, la scène, elle peut monter et descendre. C'est ça, pardon. C'est-à-dire que le plateau, tu as tout le décor dessus. Le plateau peut descendre jusqu'à l'étage -7 et être ramené avec un autre décor qui arrive de derrière, qui se coulisse et qui se ramène à l'avant. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Parce que, en gros, eux, ils gardent tous les décors de toutes les productions qu'ils font au sous-sol. Ah ouais. Ah mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Pareil pour tous les costumes qui, du coup, des fois sont réutilisés quand ils refont les productions, parce que l'Opéra de Paris, ils jouent principalement des productions qu'ils font eux. Et ça peut arriver que ces productions-là soient rejouées quelques années après, pas forcément avec les mêmes comédiens. Et du coup, là, au niveau des costumes, c'est très intéressant parce que, vu qu'on fait en principe du sur-mesure pour les comédiens, les figurants et tout ça, et on a tendance, des fois, quand on réutilise des costumes, à devoir faire des retouches. Ok, il faut rétrécir. Ok, là, il faut agrandir. Comment on fait pour agrandir les petits tissus? C'est un peu ça. Donc, c'était incroyable. C'était ultra intéressant et c'était chouette. Tu apprends beaucoup, tout ça. Donc, tu rentres à Dole après? Non, je rentre pas à Dole. Tu rentres pas à Dole. Parce que j'ai encore, en principe, 2 mois de stage à faire. Là, j'ai un peu trouvé où j'ai pu, donc je suis allée dans un petit atelier de corsetterie où elles étaient 2, elles venaient d'ouvrir à Quincieux. C'était pas terrible, mais je suis allée là où j'ai pu, puis j'ai tiré ce que j'ai pu de ce que j'avais. Parce que tu apprends toujours plein de choses. Voilà. Déjà, je m'estime heureuse d'avoir pu faire mes 3 mois de stage, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu les remplir en fait. Il y en a qui ont eu 4 semaines sur les 3 mois. Donc, c'était terrible, quoi. Non, on a vraiment été pris dans le feu du truc où tout est fermé et démerdez-vous. Puis les profs qui nous ont absolument pas aidés pour trouver nos stages ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment démerdez-vous, quoi. Waouh. Voilà. Ok, donc 2e et 3e année.
Voilà. Donc la deuxième année, elle se fait comme elle se fait avec le Covid. C'était compliqué. En plus, là, je commençais à réaliser que tout dans le costume dans le métier de costumier ne me plaisait pas forcément. Les stages ont confirmé ça. Que moi, j'étais plus axée sur la création que sur la réalisation. C'est bien, au moins tu arrives à Ouais. faut avoir un focus sur ce que tu veux. C'est sûr, c'est sûr. Mais du coup, vu que nous, notre formation, elle était quand même vachement plus axée sur la réalisation, ça me faisait un peu chier. Ça me faisait un peu chier, mais bon, en même temps, là, j'étais tombée dans une école qui était privée, qui était payante. Ça faisait déjà 3 ans que j'étais en études sup. Je me suis dit, bon, je vais aller jusqu'au bout du diplôme et puis je vais essayer de faire ce qu'il faut pour tirer le diplôme et puis basta, quoi. Donc j'ai vu ton book, effectivement, au fur et à mesure que tu fais, enfin c'est ton mémoire, on va dire. Entre-temps, je te remercie, donc tu es venu sur Antigone pour les dessins, etc. C'était cool, ça faisait quelqu'un qui travaillait dans les costumes aussi. Et pour les élèves, ça leur a montré effectivement plein de trucs, j'ai adoré pour ça. Et après, donc toi, tu fais au forceps ton book à un moment parce qu'il faut terminer ton année et la valider. Donc je t'ai vu à des moments bosser, tout ça. Vas-y. Alors la dernière année du DNMAD, c'est... c'est du taf. C'est du taf, mais en fait, c'est hyper brouillon. Et le truc, c'est qu'on a été hyper mal aiguillés là-dessus. Et mais en fait, les profs n'avaient pas les mêmes critères d'évaluation que le jury qu'on avait après. Donc c'était galère de ouf. En fait, on était dans le flou jusqu'à la dernière semaine avant l'oral de présentation du mémoire. Parce qu'on avait un mémoire à présenter en janvier. Alors, mémoire, c'est un livre, c'est une sorte de livre. Et puis alors, c'est un peu ridicule, parce que c'est 10 000 caractères maximum. Donc c'est rien du tout. Et après, tu rajoutes le nombre d'annexes que tu veux, tu vois. Donc tu peux avoir ça d'annexes et ça de voilà, mémoire. C'est ça. Et donc c'était vraiment... c'était ridicule. C'était ridicule parce qu'il fallait que tu aies un thème, une thématique qu'on choisissait nous-mêmes, qui tourne un peu autour du costume de scène, des problématiques qu'on pourrait aborder ou quoi que ce soit. Moi, je me suis lancée dans quelque chose d'un peu expérimental. C'est-à-dire comment réaliser un costume de scène de façon éco-responsable. C'est vachement bien. Mais tu avais déjà travaillé sur les culottes pour les règles, il me semble. Oui, ça c'était pendant mon stage encore cette année. Et on avait parlé effectivement sur toute la recyclabilité des produits, qui est aujourd'hui le truc hyper important. Ouais. Et c'est quand même vachement bien que tu aies bossé sur ce truc expérimental, mais c'est expérimental, comme son nom l'indique. Donc ça peut susciter l'engouement ou pas. C'est ça. Ça n'a pas trop suscité l'engouement de la part du jury, ma foi. Tant pis, moi j'ai fait ce que j'ai fait. Après, en fait, la dernière année, moi j'ai vraiment tiré sur les cordes pour aller jusqu'au bout parce que je n'en pouvais plus. Dole, c'est une toute petite ville qui est très jolie, mais il n'y a pas grand-chose à faire, c'est pas très étudiant. Donc t'essayes d'avancer comme tu peux. La formation, on était 17 filles. Et les garçons, ils sont où? Pas là. Pas là. Ok, voilà. Donc 17 filles. C'est hyper genré, mais ça m'amuse. Ambiance d'une classe de 17 filles, c'est coton. C'est-à-dire que j'ai eu des classes de filles, c'est coton, ouais. Voilà. Mais il faut de la mixité, c'est important, je pense. Ouais, la mixité, c'est bien. La mixité, c'est bien. Ouais. À la fin, c'était compliqué. Voilà. Et puis les embrouilles de filles, moi, ça me gave facilement. Donc voilà. Ok. Donc j'ai un peu tiré. Donc là, en fait, mon projet... c'est bien, t'y es arrivé, t'as dépassé. Voilà. Mais mon projet, du coup, je l'ai vraiment fait pour moi, en me disant, en fait, si je fais quelque chose qui me plaît pas et qui me pousse pas à aller vers quelque chose... tu vas pas faire... Ouais, ça finira pas. Je vais pas finir cette année. Et le but, c'était quand même de la finir. Cette année. Voilà, d'aller jusqu'au bout, de me dire, ok, peu importe le résultat à la fin, je suis allée au bout, c'est pas grave, et voilà. Donc la soutenance. Et donc, je prépare ce mémoire. Ça a été compliqué parce que les profs nous ont pas accompagnés. On nous disait une chose et son contraire jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin en fait. En nous disant, le mémoire, il n'est pas invalidant. Et puis le jour de l'examen, si, il est invalidant. Ok, d'accord, très bien. Et ça a été vraiment ça jusqu'à la fin de l'année. Donc c'était hyper anxiogène en fait comme ambiance parce que en même temps on avait le stress de ces examens, même si c'était quand même nous qui tenions la rame. Pour votre réussite, tout ça. C'était quand même, l'examen, faut le passer et tout ça. Tu avais les profs derrière qui ne nous accompagnaient pas.
qui nous embrouillait plus qu'autre chose à nous dire une chose et son contraire. Donc ouais, non, c'était assez compliqué comme dernière année d'essayer de garder la tête hors de l'eau avec tout ça. T'es en mode, ok, bon. Je regarde en haut, voilà, je regarde pas trop devant parce que sinon je me prends le mur, mais voilà, on avance petit pas par petit pas. Et en fait, moi j'étais vraiment dans un état d'esprit de me dire, bon bah là j'étais très déçue de cette formation, de l'accompagnement qu'on a pu avoir. Donc je me disais, bon voilà, je prends ce que je peux prendre. Et puis on verra pour la suite, quoi. Tant pis, là, le fait est que j'ai pas rien appris non plus parce que je partais vraiment de zéro. Donc j'ai appris beaucoup de choses, ça, je peux pas le nier, mais j'ai appris beaucoup moins de choses que ce que j'espérais. Ok. Alors après, je maintiens toujours que tous les DNMAD sont différents. Ah oui, oui, tous les DNMAD sont différents. Et puis bah, après, l'accompagnement qu'on a eu, je sais pas si c'est lié à la formation changement, ou oui, si c'est lié à l'école, aux profs, à l'équipe pédagogique qu'on avait aussi. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui ont fait que... Et puis c'est vrai que nous, on est vraiment tombés dans les 3 années de merde, quoi. Putain... Marre. Voilà. Non, mais c'est vrai que dans le milieu de la culture, bah, on est mal tombés, quoi. C'était pas le moment de faire de la culture, non, non. L'art, tout ça, ouais, non, c'était les années mortes. Ouais. Donc, bah, voilà, bonne chance. Okay. Donc, les années mortes et puis un diplôme qui se crée aussi en même temps. C'est ça donc, aussi. il y a plein de facteurs aggravants. Voilà. Tu as ton diplôme. Donc, je vais jusqu'au bout de ce diplôme. Et là, l'idée, c'est après de me faire un break. Donc, bah, pause. Donc, la dernière partie vers laquelle on va, celle de qu'est-ce que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire après. Voilà, donc bah, là je sors de cette formation déçue en me disant bon bah voilà, j'ai fait 4 années d'études, ça m'amène à quelque chose, bah je sais pas trop quoi, mais on est là. J'ai un savoir-faire certes, mais est-ce que j'ai vraiment envie de continuer là-dedans? Bah je sais pas, parce que en même temps, bah, j'ai pas pu pratiquer tant que ça. Les stages que j'ai pu faire c'était génial, mais en même temps, est-ce que je me vois faire ça toute ma vie, je sais pas non plus. Et puis après, le fait est que à force de faire les études, des petits boulots et tout ça, je me rends aussi compte que bon bah moi la routine, en fait c'est ça qui me saoule. Oui, j'ai bien compris. Et que tu es une vadrouilleuse. Voilà, et que bah, faire tout le temps la même chose, ouais non c'est pas possible. Donc je me dis bah pourquoi pas essayer de varier. Oui, mais il faut quand même bouffer. Oui, mais on peut bouffer en variant, oui. en ayant plusieurs capacités, entre guillemets. J'ai mis ma torche, bouge pas. Et c'est vrai que comme tu crains pas, effectivement, tu n'as pas peur des choses, tu y vas. Et ça, c'est un avantage. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Je veux dire, on retombera toujours sur nos pattes. Voilà. Et puis, en fait, moi, le truc, c'est que c'est pas que je suis intéressée, il n'y a pas forcément une voie vers laquelle je me dis, je vais ou je vais pas, c'est qu'il y a plein de choses qui m'intéressent et que j'ai envie de tout faire et j'ai pas envie de me restreindre à une seule chose. Voilà. Waouh, bonjour. Nickel. Voilà. Donc tu te dis, je vais aller voir le monde. Oui, voilà. Je me dis, prenons une année pour prendre du recul sur tout ça, sur qu'est-ce qu'on fait de toutes ces envies. Sachant que, en fait, moi, dans l'idée, je m'en fiche un petit peu de gagner plein d'argent, d'être posée dans un boulot et de me dire, ok, bon, bah, c'est bon, maintenant j'ai mon boulot, je gagne de la thune et puis je fais ma vie comme ça, même si mon boulot, il me plaît pas forcément. Bah ouais, non. On passe 90% de notre temps au boulot, moi, j'ai envie de prendre du plaisir là-dedans. Donc, si je veux prendre du plaisir, il faut que je varie les activités. Donc, bah, pourquoi pas essayer je sais pas, moi, après, peut-être faire des CAP ou des choses comme ça qui me permettent d'être pluridisciplinaire. Mais là, cette année-là, l'idée, c'est de prendre du recul par rapport, bon, il y a plein d'envies, avec laquelle je commence. Donc, bah, je pars 1 an en Irlande. Pour pratiquer un peu l'anglais, histoire d'avoir un niveau un petit peu plus avancé que celui que j'ai actuellement. Yes, I think it is right, it is a good idea. Yes, I think so too. Ok, avance. Voilà, et donc là, on part tous les deux avec mon copain pendant 1 an en vadrouille. L'idée, c'est de faire du woofing. Alors donc, qu'est-ce que le woofing? Si ta pause culture. Donc, le woofing, en fait, c'est l'idée d'aller chez l'habitant
et d'être nourri, logé, blanchi pendant le laps de temps où on est là-bas. Et en contrepartie, eh ben, on travaille chez eux pour les activités qu'il y a à faire. Donc, principalement, c'est beaucoup de fermes et le woofing, c'est beaucoup de gens aussi qui se dirigent vers des pratiques éco-responsables. Donc des fermes qui essayent voilà, de retourner un petit peu plus au vert avec des méthodes un peu plus bio, un peu plus écolo, quoi. Et après, c'est pas forcément que des fermes non plus. On peut arriver chez des gens qui ont juste envie de partager des choses avec des gens, qui ont besoin d'aide un peu pour rénover la maison, d'une manière un peu plus écologique aussi. Oui, les chantiers participatifs et tout voilà, ça. Oui. Ce genre de choses aussi. Et donc c'est vraiment un principe d'échange. Échange de bons procédés. Ok, bon bah, je t'aide à faire les tâches qu'il y a à faire chez toi pour 20 heures, 21 heures par semaine. Et après, moi, je fais ce que je veux, je vais visiter, je fais du tourisme. Et en contrepartie, bah, tu m'héberges, tu me fais partager ta culture. Parce que c'est aussi ça l'idée, c'est d'être baigné dans la culture. Parce que là, on va être chez l'habitant, vraiment. Donc, bah, ouais, là, on va pouvoir bien voir les Irlandais de bien près. Et puis, bah, ouais, voilà, pouvoir prendre... Et pourquoi l'Irlande, d'ailleurs? Pourquoi pas un autre pays? Bah, on voulait un pays anglophone. Moi, je voulais quelque chose de vert, en fait. J'avais envie de verdure. Lui, il s'était dit l'Australie. Moi, j'avais dit non, il y a trop de bestioles là-bas. Et puis, surtout, il y a trop de gens qui vont en Australie. Donc, bah, j'avais pas envie de faire comme tout le monde. Donc, non, l'Australie, non. Et après, il y avait les États-Unis. Donc, c'est vachement cool au niveau des paysages. Il y a des choses incroyables là-bas. Mais par contre, au niveau des visas, c'est hyper compliqué. Oui, et puis l'impact écologique, parce qu'à moins d'y aller en ferry ou en voile, tu as l'avion, voilà. Et si on peut commencer à réduire, effectivement, ouais. Donc toi, tu vas y aller. Alors justement, pour cet impact écologique, et c'est ce truc vachement bien que tu as décidé de faire, c'est qu'au début, je me souviens, vous vouliez un camping-car, etc., mais c'est cher, sauf à trouver effectivement quelque chose qui est compliqué, beaucoup de réparations, ça pollue. Et finalement, vous faites quelque chose d'hyper courageux, mais pas tant que ça, parce que vous êtes beaucoup à le faire, en fait, mine de rien. Eh ben, on part en sac à dos avec notre petit pouce levé, exactement, et on demande c'était la carte, voilà. Et ouais, on part avec notre pouce levé en espérant que des gens nous prennent sur la route pour nous amener là où on veut aller. Et ouais, l'idée c'est de faire un maximum de stops pour aller d'un point A à un point B et se balader un petit peu de partout. Ok. Et quand vous rencontrer des gens et... Quand tu arrives en Irlande, tu restes combien de temps chez ton premier, parce que tu vas vadrouiller, Irlande-Angleterre, mais... Bah, alors déjà, avant d'arriver en Irlande, on fait un premier woofing en Bretagne, en France, parce qu'on s'est dit, bon, bah, on va essayer de commencer avec une langue qu'on connaît, puis on va chez quelqu'un qu'on connaît aussi, qui est déjà allé en Irlande, donc on en profite. C'est intelligent. Non, mais c'est top. Hein. Voilà. Et on arrive en Irlande, à Cork, donc on continue notre petit périple en stop pour arriver jusqu'à notre premier... host. Et là, on reste 3 semaines chez lui. Donc là, le premier, ça va pas être trop dur, je pense, parce que en gros, on est sur un site de woofing. Alors, on a 2 sites. On a le site Woofing Irlande et le site Workaway, qui permettent en fait de répertorier toutes les personnes qui sont prêtes à t'accueillir en contrepartie d'un peu de boulot. Mais du coup, c'est bien, c'est carré. Les gens... ils sont vérifiés au niveau de leur identité et tout ça. Et il y a des commentaires des anciennes personnes. C'est très bien, c'est pour un principe de troc, parce que c'est ça, d'une certaine manière, je trouve ça très bien, très organisé. C'est ça. Donc, ouais, non, c'est très cool. Et donc là, la première personne chez qui on va, lui, il a un vieux cottage éventuellement à bricoler, à garder en état. Mais à côté de ça, il dit, bon bah voilà, moi le travail que j'ai à faire, c'est faire du kayak, des randonnées et profiter de la vue qu'on a. T'étais contente. Oui, voilà. Ouais. Pour un premier lieu, c'est cool quoi. Ouais, non, c'est carrément cool. Donc oui, tu vas apprendre tellement de choses et tellement variées. Après, tu sais pas ce que la vie peut te réserver et les rencontres que tu me disais que tu vas faire, qui peuvent changer ton orientation ou votre orientation à tous les deux. Ouais. Et on ne sait pas. Et c'est ça qui est chouette aujourd'hui, de pouvoir aller rencontrer les gens dans ces conditions-là. Ouais, bah, c'est ça en fait. Là, on est vraiment dans une idée de rencontre, quoi. Mais ça se fait de plus en plus pour votre génération, la mienne moins. De voyager, de ouais, c'est ça, ouais, ça c'est bien. Ouais. Et puis bah, en fait, on a un peu commencé ça en faisant les vendanges là cette année
qui était une expérience qu'on voulait faire depuis longtemps, mais vu que en principe ça se passe entre fin août, début septembre, on a tous repris le boulot, les études, du coup c'est compliqué de les faire. Bon là ça s'est fait fin août. Bah oui, comme un petit peu de marge. Mais on allait dans un tout petit vignoble et c'était incroyable comme expérience de vie. On dormait tous dans le dortoir, on travaillait tous ensemble, on mangeait tous ensemble, le midi, le soir. Puis tu apprends à communiquer quels que soient les pays parce que il y en a 36 000 contrées. Donc c'était génial et c'était un bon commencement en fait à cette expérience qui nous attend après. Donc tu pars effectivement la semaine prochaine. Je pars mardi là, ouais. Et un dernier point que je voulais voir avec toi, dernier point que je voulais voir avec vous mademoiselle, oui. c'est qu'en fait tu t'es quand même battue aussi, c'est le dernier point, dans ta scolarité contre quelque chose contre lequel tu peux rien, moi c'est le daltonisme, toi effectivement c'est la dysorthographie. Exact. Et vas-y, raconte-nous et comment est-ce que tu as mis en place justement pour remédier à ça. Eh ben, alors la dysorthographie, moi, ça me suit depuis le CP. Ouais, okay. Je voyais un orthophoniste. Qu'est-ce que c'est exactement? Et c'est quoi la différence avec la dyslexie? Oh là, alors... Voilà, ouais, vas-y. Moi, au niveau de mes difficultés, c'était principalement à tout ce qui est lié à l'orthographe. Donc j'avais des gros problèmes pour écrire... comme il faut sans faire trop de fautes, aux grandes dames de mes professeurs. et donc, pendant toute ma scolarité, ça m'a suivi ces problèmes d'écriture. Du coup, j'avais plus de mal aussi au début à lire au même rythme que les autres parce que il me fallait plus de temps à intégrer. Ok, alors cette orthographe-là, ça se prononce comme ça, donc c'est ce mot-là, ok. Et donc, c'est des problèmes de rapidité principalement. Et donc, ça m'a handicapée pendant toute ma scolarité, que ce soit primaire, collège. Alors, on tâche de mettre des choses en place aussi, mais c'est complexe sur une classe entière parce qu'il y a du monde. Mais oui, c'est vrai que tu as été résiliente, c'est-à-dire que tu t'es toujours battue, tes parents ont mis en place un suivi, il me semble. Ouais. Oui, j'étais suivie par une orthophoniste, donc j'avais des cours, entre guillemets, avec elle pendant... primaire, collège. Et donc, ça m'a beaucoup aidé à avancer et puis à travailler un peu mieux ces difficultés. Et puis, à côté de ça, pendant la scolarité, il y avait quand même des aménagements avec des tiers-temps pour le brevet, par exemple. Bon, pour le lycée, ils ont fait une réforme. Ils ont dit que les dysorthographiques, c'était pas assez gros pour avoir un aménagement, mais c'est pas grave. On a fait avec. Oui, alors, heureusement, tu es une battante. Oui. Et qu'il a bien fallu survivre. Oui. En fait, quand tu as ce genre de difficultés, tu fais avec et puis voilà, c'est comme ça. L'avantage, c'est quand on vous regarde, ce qui est important, c'est ce que vous avez dans la tête. Après, la formulation, l'écriture, ça, on fait ce qu'on peut, on s'arrangera, on trouvera, mais c'est important. Après, il faut tomber sur des profs qui sont compréhensifs aussi et qui arrivent à voir que ok, tout le monde n'est pas foutu pareil et tout le monde n'a pas la même façon d'apprendre non plus et c'est normal, il y en a qui ont des difficultés, ok, on fait avec, et c'était pas le cas de tout le monde. Donc quand les profs étaient pas réceptifs, tu fais comme tu peux, quoi, tu t'accroches derrière et tu essayes de suivre. Voilà, je suis pas la plus à plaindre, il y en a qui ont encore plus de difficultés que moi. Je prends pour exemple ma sœur qui elle accumule tous les dys possibles et inimaginables. Mais bon, voilà, ça reste quand même des difficultés, il faut arriver à avancer avec, mais ça se fait. Ouais. Ça se fait. Et c'est une méthode de boulot qu'il faut apprendre à acquérir, et c'est selon toi, en fait, c'est surtout ça, il faut réussir à trouver ta méthode de travail. Après, ça, je pense que c'est propre à chacun aussi, parce que c'est pas parce que tu n'as pas de difficulté que tu arrives à suivre les cours. On voit bien tous les gens qui se réorientent dès le lycée parce qu'ils n'arrivent pas à suivre la scolarité lambda. Le système scolaire, il n'est pas fait pour tout le monde et c'est pas grave. Non, on va y arriver. C'est surtout ça qu'il faut se dire, c'est que, c'est pas parce que t'es pas bon à l'école que t'es pas intelligent ou qu'il y a des problèmes derrière, quoi. Voilà. Merci Jeanne. Non, c'était cool pour terminer. Ça va bien, c'est une note positive et tout ça, j'aime bien. Ouais. Bon, alors je te souhaite bon voyage. Merci. Ça, tu nous enverras des photos. J'essaierai. Allez, ciao, on coupe.